Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur France 3 Corse via Still pour une nouvelle édition de Sport in Corsica. C'est la dernière de la saison. Et oui, même les bonnes choses ont une fin. On vous accueille depuis la plage de la Vive à Portici, sur la commune de Grosseto-Prougne, à proximité des installations de Marina Vive. Toute l'équipe est mobilisée pour une émission spéciale, Laurent, une émission très spéciale. Oui, comme chaque année, Xavier, vous le savez, nos téléspectateurs le savent, nous essayons de réunir tous les acteurs du monde du sport, tous les acteurs qui se sont signalés au cours de la saison, et on essaye de souligner leurs performances, de raconter aussi leurs histoires, faire valoir la dimension émotionnelle du sport comme son versant social, politique ou structurel. En bref, refaire le film de la saison sportive avec des choix. Forcément, il y aura des gens qui seront mécontents, il y a une part de subjectivité dans cette émission, mais nous avons pour première ambition, Xavier, vous, moi, tous les techniciens qui nous accompagnent, de faire vivre à nos téléspectateurs un moment de rencontre, de partage entre tous ces acteurs du sport insulaire. Et puis on va commencer très fort, je crois, avec peut-être le plus beau titre. Ah ben vous n'allez pas me contredire, oui, tout à fait. Regardez cette image, Laurent, ce grand moment de sport qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. C'était le 27 mars dernier, dans une salle Pierre de Coubertin, chauffée à blanc pour la circonstance. Le GFCA Volley remporte face à Rennes la finale de la Coupe de France, 3-7-2. C'est son premier titre majeur pour le GFCA Volley, un moment historique pour le sport corse, pour le volleyball français également. Les héros du jour ont pour nom Takanico, Miranda, Daile, Lacassi, Andrei Simoski, Petreas, Cortegian Capfer, Deremez, Morgado, Jeff Exiga bien sûr, et l'entraîneur Frédéric Ferrandez. Tous ces garçons sont dans l'histoire pour l'éternité, après avoir remporté donc ce trophée de la Coupe de France. C'est seulement le deuxième titre de sport collectif au niveau insulaire, après le titre du Sporting Étoile Club de Bastia en 1980 au Parc des Princes, Paul Marcagni face à François Mitterrand. Vous avez raison de le souligner, une partie de l'équipe est là, est avec nous. On accueille Antoine Exiga, le président du GFCA. Bonsoir président. Bonsoir. À vos côtés Nikolai Kravchkovski, l'entraîneur adjoint. Vous l'avez presque dans l'ordre. Presque dans l'ordre. Jeff Exiga, le libéraux de cette équipe du GFCA. Florian Lacassi, attaquant réceptionneur. Bonsoir. Et Sylvain Morgado, jeune joueur qui a été formé au club. Bonsoir Sylvain. Première question pour vous, président Exiga. Laurent l'a dit, saison exceptionnelle, année exceptionnelle. Le GFCA Volley arrive en pole position, c'est une énorme satisfaction. Très grande satisfaction, surtout pour les joueurs, parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition, et surtout pour notre public aussi qui nous a suivis toute la saison, dont je remercie chaleureusement, et surtout pour la Corse aussi, pour Ajaccio et pour la Corse. Votre libéraux, on va se tourner vers lui, c'est aussi votre fils, Jean-François Exiga. Jean-François, il y a beaucoup de grands clubs de volley qui n'ont jamais été titrés. Le GFCA l'est désormais. Est-ce que vous avez passé un cap ? Oui, je pense que le club a passé un cap. Obligatoirement, quand tu gagnes un titre, tu passes un cap. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs de grands clubs français, même comme Sète par exemple, qui n'a jamais gagné de titre. Ils sont arrivés 2 fois en finale, ils ont perdu. Donc voilà, ça montre bien que pour gagner un titre, il en faut et ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, c'est fantastique pour le club. Florian, pour gagner un titre, il faut des gagneurs. Et vous aviez un groupe de gagneurs ? Ouais, on avait une belle équipe, bien soudée. Tous, on avait vraiment un objectif dans la tête. C'était pas forcément d'avoir un titre en début de saison, mais au fil des matchs, on a vu que c'était faisable et on l'a fait. Nikolai Krakowski, je vais finir par le dire, vous êtes l'entraîneur adjoint. Fred Fernandez n'est pas là, il se repose, c'est tout à fait normal avant de rattaquer une nouvelle saison. Vous, en tant qu'entraîneur adjoint, comment avez-vous vécu cette saison ? Pour moi, c'était une grande saison avec beaucoup d'émotions. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup d'expérience cette saison. On avait un groupe au départ qui a eu du mal à se mettre dedans, et puis au fur et à mesure ils se sont tous soudés, et on est tous allés vers un objectif commun, et on a décroché ce titre. C'était réellement un groupe ? Oui, c'est réellement un groupe. C'est devenu réellement un groupe, et je crois que c'était ça notre force. C'était une équipe, un groupe, et ils n'ont jamais rien lâché, même dans les moments difficiles. Alors il veut pas parler, mais on va le faire parler quand même, Jean-François. Sylvain Morgado, un jeune joueur formé au club, ça aussi, c'est le signe que le GFC a grandi, des joueurs formés au club qui jouent en équipe Fagnon. C'est sûr, moi tout au long de mon parcours, j'ai eu un très bon entraîneur.
Pascal Rollet, alias Larol. Il m'a beaucoup appris du point de vue technique, tactique et tout ça. Il m'a toujours suivi jusqu'à cette année. Maintenant, je suis rentré donc dans l'équipe professionnelle. Pour moi, ça a été magnifique. Et comme ils l'ont dit, c'était une année exceptionnelle. On a gagné un titre. Donc pour ma première année, c'est pas mal. C'est super. Donc voilà. Antoine Exiga, il y a eu cette finale de Coupe de France qui a été remportée donc à Paris. Et puis, on se souviendra des playoffs face à 7. Le coup n'est vraiment pas passé loin de peu. C'est une deuxième finale. Ben oui, on aurait pu aller encore à Coubertin une deuxième fois. Malheureusement, on a perdu en menant 13-10, disons, au set décisif, où il fallait vraiment faire l'essentiel. C'est dommage parce qu'on pouvait y aller vraiment une deuxième fois. Demi-finaliste du championnat, vainqueur de la coupe, une vraie salle désormais avec le Paladine dont on parlera un petit peu plus tard, la culture volley qui grandit. Franchement, Antoine Exiga, quand vous regardez votre parcours ces 10 dernières années, il y a 10 ans, peut-être le volley à Ajaccio, il y avait 150 personnes qui venaient vous voir jouer. Oui, on peut dire ça. Encore, oui, il y avait encore vraiment un public très intime, enfin très. On n'avait pas les moyens aussi de l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que avec le Palatine, on a quand même changé de registre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un public volley, un vrai public qui vient vraiment voir les matchs et puis de connaisseurs aussi. Jeff Exiga, vous qui avez fréquenté les plus beaux parquets de la planète, joué dans les plus belles équipes européennes, que vous inspire le parcours du GFCA cette saison? C'est le parcours d'un club qui est en train de devenir grand. Voilà, pour devenir grand, il faut gagner des titres. C'est ce que le GFCA a fait cette année. Et, c'est le plus important. On retiendra toujours celui qui gagne. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je disais que voilà, une finale, ça se gagne, il faut la gagner quoi. Donc Jeff, je vous coupe. Vous avez été champion en Italie, vous avez été champion en France, champion avec le GFCA. Ce serait une consécration, non? Ah oui, c'est sûr. Ça va être un peu l'objectif de toute l'équipe l'année prochaine. Alors vous allez re-signer, parce que je crois que vous êtes en négociation là, avec votre père. Non, pour l'instant on est en négociation, mais bon, ça devrait aboutir. Donc ça va. Donc voilà. Antoine, ça serait bien. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc, ça sera fait probablement cette semaine. Florian, une nouvelle aventure européenne se profile. Ouais, ça va être incroyable. Moi, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait avant, je me rappelle la saison qu'on a faite il y a 2 ans. C'était quand même un exploit. On rentrait au Palatine. Après la saison, l'été, on s'est dit comment passer après cette saison-là, comment faire mieux. Exactement. Il me semble que l'année dernière, avec la grosse victoire contre Izmir au Palatine, on a passé une étape. Et puis cette année, avec le titre, c'est magnifique. Donc là, on va dire pareil, comment faire mieux l'année prochaine. On verra, on aura la réponse l'an prochain. Faut monter encore, Président. Si on monte pas en sport, on redescend. C'est vrai qu'il faut rester au partout niveau, d'ailleurs. Au niveau, mais bon. En sport, on redescend très vite. Alors qu'on monte plus difficilement. On monte plus difficilement. Et puis il faut surtout, c'est pas toujours linéaire, disons, dans le succès. Donc il faut toujours faire très attention. Ouais. Et puis je vous quitte, Xavier. Une info importante, Laurent. À la rentrée, le trophée des champions, Antoine, peut-être un scoop. Ça va peut-être se jouer au Palatine. Je vous coupe. Nous, on va aller se placer pour faire un petit match de volley. Et on vous laisse entre vous. Le scoop. Alors. Oui, on a fait le trophée de champion, c'est face à Paris, c'est ça. Tout à fait. Vainqueur de la Coupe de France contre le champion. Voilà, c'est comme au football. Donc on s'est porté candidat pour l'organiser. Donc ça se passera le 15 octobre, juste avant l'ouverture du championnat. Nous avons envoyé un dossier solide. Je pense que la Ligue va bien regarder tout ça et puis on sera à peu près, ça se décidera à la fin du mois. Masculin et féminin, c'est bien ça. Tout à fait, masculin l'après-midi, féminin l'après-midi et masculin le soir. Donc ce sera le samedi, le 15 octobre prochain. On croise les doigts. Laurent, c'est à vous. Oui, vous avez vu, vous avez des chevaux derrière vous, magnifiques. Je crois qu'on les a vus à l'antenne. C'est vous qui les avez commandés? Absolument, Laurent. On ne peut rien Allez, on va partir. 2 points. Les premiers en 2. Jeff et Florian contre Andréi et Sylvain. On y va. Allez, c'est parti. Service. Petite manchette et smash dans le filet de Florian Malakassi. 1-0 pour Nicolas et Sylvain. Nicolas est à nouveau au service. Réception de Jeff.
Le beach volley, c'est là où il a commencé, Jeff Exiga. Ça devrait être pas mal. Ils sont pas bien. Et voilà, c'est perdu, je crois, messieurs. C'est perdu, 2-0, c'est fini. Hein. Allez, serrez-vous la main. Allez, on va en 3. Allez, dernier point. Allez. Ils sont pas contents, l'équipe Florian Lacassie et Jeff Exiga. 2-0. Pour l'Alliance. Ah, 2-1, magnifique, bel enchaînement. Allez vite, faut que le ballon revienne. Et voilà, notre chargé de production qui donne un petit coup de pied. Et ça revient au service de Jeff Exiga, 2-1. Ouais, belle réception de Jeff Exiga. Là ça joue, je peux vous le dire. Nikolai Kraszowski. Et c'est peut-être Exiga qui va revenir. Non, il n'arrive pas à planter son smash. L'expérience. Eh oui, 3, allez, c'est fini. Alors on pensait que les équipes étaient déséquilibrées, mais dans l'autre sens, hein, messieurs. Hein. Allez, un gagnant, Sylvain. C'était facile, dur. C'était facile, hein. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, donc on a réussi à les prendre. Et voilà. Bon, il faut faire la même chose l'année prochaine. Hein. Le début de saison, c'est quand ? C'est en octobre. Voilà, alors octobre prochain. Alors, dans les sports de salle, Laurent, nous n'occulterons pas le parcours de nos handballeurs. Hein. Regardez, en National 1, malgré son handicap de moins 7 points, le GFCA a frisé l'exploit de se maintenir dans un championnat qui était très difficile, très compliqué. Il n'a vraiment pas manqué grand-chose. La prochaine saison, les protégés de François-Xavier Ripoll évolueront en National 2, espérons-le, avec beaucoup plus de réussite. À l'étage en dessous, donc en National 3, saison remarquable pour Corté qui termine sur le podium. Les montagnards ici en jaune manquent derrière l'accession en National 2. Ils terminent dans le sillage d'Antibes et Istres, 2 pointures du championnat qui plus est doté d'un budget plus conséquent. Les Cortenais terminent donc à la 3e place. Et puis dans ce même championnat, un petit clin d'œil au handball Ajaccio Club. Les Ajacciens, on l'a dit et répété tout au long de la saison, étaient là pour apprendre, pour emmagasiner de l'expérience. Certes, ils sont relégués, ils reviendront que plus forts, avec des ambitions certainement revues à la hausse. Et puis vous allez voir le basket, vous le voyez en National 3. Mention spéciale pour Fouriane. Après un début de saison difficile, Evorian Inc. ont trouvé les ressources nécessaires pour relever la tête et assurer le maintien à quelques journées de la fin du championnat. Ça, c'est un véritable exploit. Du coup, c'est toute la famille du basket corse qui en recueille tous les bénéfices. Voilà ce que l'on peut appeler, Laurent, une très très belle performance de la part de nos jeunes basketteuses de Fouriane. Le SCB 10e, le GFCA qui redescend et qui retrouvera la CA dans une Ligue 2 qui s'annonce palpitante. Lens, Strasbourg, Reims, Le Havre, autant de cas d'or. Le CAB en route pour la fusion avec Borg ou pour un vrai projet qui tarde à être annoncé d'ailleurs. Je suis d'ailleurs un petit peu inquiet. Voilà poser les trajectoires du foot pro insulaire. Jean-Louis Legge, le gardien du Sporting Club de Bastia, est parmi nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. André Discal, l'initiateur de la Squadra Gourse. Bonsoir André. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et Jean-René Moracchini, le président de la Ligue Corse de football. Messieurs, on débriefe un petit peu cette saison 2015-2016. Jean-Louis Legge à 10e, le Sporting Club de Bastia. Franchement, c'est pas mal. Oui, bien sûr que c'est pas mal. Surtout que, faut être franc, on se voyait mal à la trêve. Parce que même avec 22 points, on avait quand même chaud aux fesses. Maintenant, sur une dernière journée, gagner 4 places et tous les résultats qui étaient pour nous. Donc on ne va pas se plaindre et on va prendre cette 10e place avec bonheur. André Discal, le parcours du GFCA qui n'est pas passé loin de son maintien également. Il y a beaucoup de positifs dans le parcours, bien entendu. Ça se joue sur une dernière journée. Donc, des regrets, bien entendu, mais surtout un avenir qui doit, je pense, être radieux pour eux, parce qu'il me semble que cette descente, je dirais, a été programmée, même si, bien entendu, il y avait le plan A et le plan B. Et au vu de ce qui se passe déjà dans les premiers jours du mercato et de ce qui se passe, bien entendu, au niveau des dirigeants, je pense que tout ça a été bien préparé. Jean-René Moracchini, l'ACA, qui est en proie à quelques difficultés financières. Vous êtes inquiet quant à son passage devant la DNCG ? Vous savez, je ne connais pas les comptes de l'ACA. Bon, il est évident que si on regarde ce qui a été écrit sur la presse locale, il y a de quoi s'inquiéter, mais je pense qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour rétablir la situation. Les dirigeants travaillent, effectivement. Ils ont demandé un délai pour passer devant l'NCG. J'espère qu'ils arriveront à équilibrer les comptes et qu'ils passeront. Ouais, et on espère aussi que la fusion entre le CAB et Borg soit vite prononcée. Pour nous, Jean-Louis, vous êtes le joueur de cette saison. Vous n'étiez pas nécessairement prévu titulaire en début de mercato l'an dernier à pareille époque, faut pas l'oublier. Et vous avez été
énorme tout au long de la saison. Et c'est ça le plus fort, parce que lorsque vous enchaîniez des arrêts de classe, des prestations de qualité, certains Corses, oui, étaient toujours sceptiques. Eh bien, votre régularité a fini par rallier tout le monde sous votre bannière. Vos coéquipiers, les supporters qui avaient tous vu que vous étiez un super gardien. Et tous les journalistes, idem. Vous avez aujourd'hui 30 ans, c'est-à-dire que vous êtes jeune pour votre poste. Vous qui avez tant attendu derrière Pento, Landreau, vous êtes parti pour vous installer en Ligue 1, devenir l'un des gardiens français les plus forts. Vous n'avez qu'une 60aine de matchs dans l'élite. Vous pourriez vite devenir incontournable, selon moi. Votre caractère, Jean-Louis, votre esprit club pourrait véritablement peser sur l'avenir du Sporting Club de Bastia. On l'espère en tout cas. Vous êtes devenu un cadre, Jean-Louis Lègue. Vous savez, je ne sais pas si je suis devenu un cadre. En tout cas, je suis quelqu'un qui est passionné par mon club, qui aime son club et qui donne tout pour le défendre. Donc aujourd'hui, on me donne la possibilité de le faire sur le terrain et j'en suis très heureux. Franchement, Jean-Louis, vous êtes surpris par votre saison ? Vous savez, je l'ai dit, quand on démarre, quand on n'a pas, comme vous l'avez dit, la confiance de tout le monde, on a la pression. Quand on vous annonce que vous allez démarrer, il y a un peu tout qui se mélange. Il y a de l'excitation, il y a de la crainte parce qu'on ne sait pas où on va. Je savais qu'en tant que numéro 2, quand on faisait appel à moi, ça faisait 10 ans que je faisais ça, que je répondais présent. Mais après, c'est un tout autre job de faire le numéro 1. Aujourd'hui, surpris, c'est pas tant sur des arrêts ou quoi que ce soit. Le plus où j'ai été surpris, c'est sur la régularité et c'est le plus important, parce que quand on est joueur de football de haut niveau, le plus important c'est de toujours être régulier et le plus important c'est de toujours être bon le match qui arrive. André, en un mot, qu'est-ce que vous pensez des prestations, de la régularité de Jean-Louis Lègue ? Parce que la régularité, c'est le paramètre, selon moi, le plus important chez un gardien. Jean-Louis, approuvé bien entendu, mais ceux qui étaient quand même dans le Sérail savaient déjà les qualités de Jean-Louis. Donc effectivement, il y avait devant lui deux monstres, il faut reconnaître. Nico à une époque, que ce soit sur Valenciennes bien entendu, et Mika après sur Bastia, c'est des joueurs véritablement importants. Donc il était là, il a beaucoup travaillé. Mais je profite de l'occasion pour dire aussi, faites confiance aux joueurs corses, prenez-les. Quand ils vont être chez eux, ils vont éclater obligatoirement. Et ils auront et il y a quelque chose, en plus. On le voit aujourd'hui avec des clubs dans le championnat d'Europe. Avec ses qualités de détente, de vitesse dans ses sorties, parce que c'est assez rare, avec une lecture du jeu déjà éprouvée. Il lui faut juste confirmer, Jean-Louis. Je dis juste parce que c'est le plus dur. Pour nous, Jean-René Morakine, je vais me tourner vers vous ensuite. Il est la révélation corse de la saison. Il joue chez les Blancs et Rouges de l'ACA. Vincent Marchetti, le voici à l'entraînement avec l'équipe ACiste. Lui qui évoluait encore en équipe réserve en tout début d'année, s'est illustré largement et a pris une dimension très grande à l'ACA. Il a inscrit 3 buts face à Metz, Tours ou encore Brest. Mais ce chiffre ne dit pas tout de son influence. Il est un joueur complet, doté d'un bon volume de jeu, capable d'attaquer, de défendre, de se faire fin, dur, jouer de la tête, frapper les coups de pied arrêtés. À seulement 18 ans, il est devenu un élément clé de la formation d'Olivier Pantalone. Et en bref, une belle année pour ce jeune Ajaxien, également sélectionné en équipe de France des 19 ans. Jean-René Morakine, Marchetti, c'est la démonstration que le foot corse peut produire des joueurs pas seulement durs sur l'homme. Non, parce que Marchetti, c'est quelqu'un de très technique. C'est un très bon joueur qui a beaucoup de travail au milieu de terrain. Et d'ailleurs, sachez que lorsqu'il était sélectionné à l'équipe de France, c'est parce qu'on avait ce soir-là un entraîneur de l'équipe de France, Jean-Claude Jontine, qui était venu voir un match à l'invitation de la Ligue Corse et qu'il a immédiatement repéré. Donc il a signalé aussitôt. Et s'il a signalé, c'est parce qu'il lui a trouvé certaines compétences, notamment sur le plan offensif. Parce que c'est vrai qu'on dit que le footballeur corse, souvent, a tendance à vouloir jouer à l'arrière. On dit que nos joueurs... Alors là, c'est la démonstration. Alors là, c'est la démonstration qu'on a chez nous des jeunes qui peuvent jouer offensivement. Messieurs, avant de vous quitter, l'un des événements de l'année pour nous tous, c'est bien entendu ce match Squadra Goursa contre Pays Basque, ici envers le Pays Basque à Mezzavi, devant plus de 2000 spectateurs, 2 identités fortes, 2 régions avec 2 exécutifs nationalistes à la recherche d'une reconnaissance internationale via le football. Le Kosovo a en effet dernièrement ouvert une porte en étant admis à l'UEFA, alors que le pays ne siège pas à l'ONU et qui n'est reconnu que par certains pays, 2 paramètres qui étaient pourtant inscrits dans les nouveaux règlements internationaux du football. En bref, derrière ce match se cachait une vraie démarche politique. En attendant cette éventuelle reconnaissance, encore très hypothétique, il faut bien le dire, un événement qui aura permis à la Squadra Goursa de grandir en dépit de la victoire au pénalty. On va le voir, voilà, du Pays Basque, André Discal, la suite de cette Squadra Goursa. La suite, d'abord, c'est un hommage d'abord à François Modeste qui s'arrête cette année avec le Sporting. Et c'est un immense joueur pour nous, pour la Corse.
Donc, et on lui rend hommage aussi. Voilà, je ne veux pas l'oublier, donc il faut lui rendre hommage. La Suisse, c'est bien entendu un long chemin. Moi, je crois à ce long chemin qui peut-être il beau fiole ou conoscerà una squadra nazionale. Ouais, Jean-René Morachine et la Squadra Gourse, hein, c'est toute la Corse derrière son football, toute la jeunesse. On le sait que la Ligue, c'est un peu plus de 10 000 licenciés, c'est important. C'est important. D'abord, ça prouve qu'on a beaucoup d'éléments de valeur puisqu'ils jouent. Parfois, on est même surpris. Hein. On est surpris parce qu'on se demande comment on peut certains se posent la question de savoir comment on peut avoir une équipe corse. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que lorsqu'on voit des joueurs tels que Jean-Louis Lec et d'autres qui évoluent aussi bien chez nous qu'ailleurs, on fait la démonstration que nos joueurs sont de qualité. Et donc, comme je rejoins là aussi les Dédiscales, il faut peut-être donner un peu plus de chance à nos joueurs locaux. Il faut le dire, André Discal, on l'a déjà dit de multiples reprises sur nos antennes, Jean-René Morachine, alors qu'il était pas président de la Ligue Corse, vous avez soutenu, et il n'y en avait pas beaucoup du côté de la Ligue qui vous soutenait lors de la Renaissance. Il était même le délégué du premier match. Exactement. Jean-Louis, ça fait envie quand on voit jouer l'Islande, par exemple, 330 000 habitants. Bien sûr. En championnat d'Europe. Vous joueriez bien avec la Squadra Gourse, ça vous, non, un championnat d'Europe? Bien sûr que ça fait envie. Après, vous savez, nous, si on nous appelle et qu'on nous dit il faut jouer un match à Mezzavi ou s'il faut aller faire le championnat d'Europe en France, eh ben on va suivre, on se met derrière. Et moi, si vous le voulez bien, je le commente. Hein. Ouais, on suit Dédé, voilà, nous on suivra Dédé, mais après, j'espère vraiment qu'un jour on arrivera à faire quelque chose de grand, ouais. Et qui sait. Hein. Ouais, on sait jamais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Sporting Course spécial. On reste sur le foot, Xavier. Absolument. Mais le foot et ses disciplines associées. Le foot diversifié, selon l'appellation marketée de la FFF, Fédération Française de Football. Et d'abord, le futsal. Pour la première fois de l'histoire du futsal, un club corse évoluait cette saison en première division. Oui. Le Bastia Aglo Futsal. Et contre toute attente, après un début de saison compliqué avec beaucoup de soucis d'effectifs, ce club a su faire le dos rond et a fini par arracher un maintien de haute lutte. Bastia Aglo jouera donc une deuxième saison dans l'élite. Et oui, c'est un exploit pour l'international de Bastia au sein duquel Corse côtoyait cette saison des Espagnols. Un Brésilien sous les ordres d'un coach espagnol recruté en milieu de saison et qui a beaucoup apporté. Avec un budget de 170 000 €, le club a un vrai projet pour la saison prochaine. Ils vont nous rejoindre les éléments de futsal. Voilà, le président Thomas Cipriani, Laurent Exiga, gardien de ce Bastia Aglo. Pourquoi il faut des Espagnols pour jouer au futsal? Racontez-moi ça, président. Écoutez, on s'est lié un peu d'amitié, je dirais, avec les précédents joueurs espagnols. Non, sachant qu'en Espagne, il y a une grande culture de futsal. C'est un sport professionnel là-bas. Donc, pourquoi pas les Espagnols, quoi. Le prochain projet du club, vous aviez un budget autour de 170 000 €, c'est ça? Vous allez monter un petit peu en puissance? Oui, déjà le budget augmente un peu, légèrement. Il n'atteint pas malheureusement ce qu'il faut pour jouer les premiers rôles. 300 000 € en gros, hein, les grands clubs en première division, c'est ça? À peu près, c'est au bas mot, c'est ça, 300 000 €. Il n'atteint pas, comme je disais, les sommes pour pouvoir jouer les premiers rôles. Après, ce n'est pas notre objectif non plus, hein, il faut le dire. On souhaite continuer à développer le sport ici en Corse et continuer à structurer notre club, quoi. Combien il y a de licenciés aujourd'hui de futsal en Corse? Il doit y en avoir, je sais pas combien d'avoir, 500, 600 licenciés à peu près. C'est pas mal. Quand on est joueur de futsal, bien sûr, jouer en première division, c'est intéressant. Ah oui, c'est très ça intéressant. Booste. Ça change aussi beaucoup de choses, même par rapport à la division 2 où on est monté il y a pas si longtemps. Le jeu est beaucoup plus rapide et on sent réellement une nette progression au fur et à mesure des années. Est-ce que la culture du futsal grandit aussi chez vous en découvrant la première division? Ça change, c'est pas le même futsal. La progression de nos joueurs insulaires est indéniable. Cette année, on a pris énormément d'expérience et en termes de jeu aussi, tactiquement, même physiquement et techniquement, on a vraiment pris une autre dimension. Président, la saison prochaine, il y aura autant d'extra communautaires? Non, c'est difficile. Après, au bout de 3 mois, il y a un visa touristique, puis après, il faut leur trouver un travail. C'est assez compliqué, exactement. Extra communautaire, c'est toujours compliqué au niveau paperasse. Non, je pense on recrutera toujours notre filière espagnole. Hein. Ouais. Le coach reste, hein? Le coach reste. Rappelez-nous son nom parce qu'il a beaucoup apporté. Eloy Alonso. Eloy Alonso, voilà. Qui a été entraîneur professionnel, joueur professionnel en Espagne, donc qui vient nous apporter toute son expérience, qui continue encore cette saison. Une bonne nouvelle, on garde 99% de l'effectif.
Les frères d'hôtel et les frères consorts. d'hôtel, voilà. Faut les citer quand même. Voilà, ouais, c'est ça. C'est les acteurs majeurs du club, enfin les acteurs insulaires. Donc il faut leur tirer aussi notre grand coup de chapeau à toute l'équipe. Super saison, donc voilà, on continuera aussi, comme je vous ai dit, à travailler avec la filière espagnole. Il vous manque plus qu'une salle finalement, hein, parce que le public commence à vous suivre. Hein. Ah oui, on remplit la salle, on va dire, sur les 3 quarts de nos matchs. Oui, c'est vrai qu'il nous manquerait une salle, il nous manquerait des infrastructures un petit peu plus accueillantes. À Bastia. Oui. C'est pas pour tout de suite. Dans un premier temps, voilà, c'est même peut-être pas encore aller jusque là, mais c'est vrai que des meilleures infrastructures, ça serait pas. Merci beaucoup, messieurs, et on continuera Merci à vous suivre tout au long de la saison prochaine et on espère un maintien encore un petit peu plus facile. Hein, on vous remercie. Merci. On reste dans le foot diversifié avec vous, Xavier. Absolument, Laurent. Après les champions de la salle et les champions du sable, vous l'avez compris, il s'agit de foot volley avec nous, Andiolo Marie à Placenzo, c'est Dominique Souzine. Ils sont champions d'Europe de foot volley. Le foot volley, une discipline, vous le savez peut-être, Laurent, la Corse est dominatrice. Regardez ces quelques images. En 2005, la Corse comptait déjà dans ses rangs une paire championne d'Europe avec le duo Xavier Leca et Anthony Alessandre. Et bien cette année, ce sont à nouveau 2 jeunes Cargésiens qui ont décroché le Graal. L'événement s'est déroulé en Allemagne après avoir écarté notamment l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne. Rien que ça, Anthony et Xavier ont battu le Portugal en finale et cela au terme d'un match gagné 2-7-0. Une année 2016 donc remplie de titres puisqu'il y a un mois, les 2 jeunes insulaires, donc Andiolo Marie et Dominique, ont décroché la couronne de champion de France à Marseille. 2 belles performances pour eux et qui met un peu plus en lumière le talent présent en Corse dans ce sport. Et ils sont champions d'Europe également. Dominique Souzine, une toute première question. Il faut être nécessairement un excellent footballeur pour pratiquer le foot volley? Non, je dirais non. Parce que ça n'a rien à voir, c'est pas le même sport. Après, il faut un peu de technique, mais sinon. Non, je pense pas qu'il faut être un bon footballeur. Andiolo Marie, comment on y arrive au foot volley? En regardant les anciens jouer quand on était petit, voilà, on voyait Xavier, Anthony, d'autres Cargésiens qui jouaient sur la plage. Et à force, on a essayé, ça nous a plu, on a continué, voilà. Alors justement, Xavier Leca et Anthony Alessandre ont ouvert la voie. Vous vous êtes inspiré de ce qu'ils faisaient justement? Ah oui. C'était 2 bons joueurs. Et on a joué avec eux et petit à petit, on a réussi nous aussi. Et de quelle manière, puisque bon, il y a le titre national et puis il y a le championnat d'Europe. Vous avez donc notamment rencontré des joueurs expérimentés comme la Suisse, l'Allemagne. Comment ça se prépare tout ça, Andiolo Marie? Surtout que c'est difficile parce que c'est des joueurs qui jouent toute l'année. Donc nous, on joue 6 mois et encore, je prends large. Donc on s'entraîne en jouant. Voilà, on a un bon noyau de joueurs à Cargèse, que ce soit Arnaud, Lucien, il y en a d'autres, Stéphane. Donc en jouant, c'est ça, notre entraînement. Après, avant Stuttgart, on a fait une petite préparation pour le cardio avec Philippe Carligne et Cyril Cortez. D'ailleurs, on les remercie. Et voilà. Dominique Souzine, quand vous vous présentez sur une compétition internationale, on dit ces 2 joueurs-là viennent de Corse. Ça doit surprendre un peu, non? Ouais, tout le monde est un peu étonné parce que ils savent que les Portugais et tout jouent toute l'année. Nous, on joue, comme il a dit, 3 mois dans l'année. Mais on est arrivé bien entraîné et on a réussi à gagner. Justement, Andiolo Marie, l'entraînement suffit pour atteindre ce niveau de performance? Je pense que oui et non. Nous, on s'entraîne, voilà. Nous, on descend la plage, on sort le ballon, on joue. Tandis que les Portugais espagnols, c'est des entraînements spécifiques. Ils courent, ils font des pompes, des abdos. Nous, non. Nous, on joue au ballon et bon, tant que ça nous sourit, tant mieux. Justement, dans ces tournois internationaux, Dominique Souzine, est-ce que vous avez rencontré justement d'anciens footballeurs présents sur le circuit? En Allemagne, non. On parle de Brésiliens notamment, non? Non. Oui, après un Brésilien qui jouait pour la Suisse. Un Brésilien qui vient en Suisse, qui a joué avec la Suisse. D'ailleurs qu'on a battu en 8e. Sinon après, ancien footballeur à Antibes, non, à Marseille aussi, Everson. L'ancien joueur de Nice et de Benfica. Ce qui est fabuleux, Dominique Souzine, ça vous fait voyager tout ça. Et des rencontres extraordinaires, j'imagine. Ouais, c'est bien parce qu'on voyage de partout et on rencontre d'autres personnes qui sont aussi nickel. Donc, non, c'est vraiment bien. Andiolo Marie, vous réussissez à tisser vraiment des liens très forts justement avec ces gens venus d'ailleurs et qui viennent notamment, on l'a dit, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie. Ouais. C'est bien. À force de les côtoyer, oui, on tisse des liens. Après, voilà, de temps en temps, on s'envoie des textos ou on les appelle. Non, c'est bien. Après, comme vous avez dit, ça nous fait voyager. On a découvert Amsterdam, voilà, l'Allemagne, Rome, enfin plein de pays que peut-être sans le footy, je ne serais pas allé. De belles balades, quoi. Ouais.
Alors messieurs, vous allez nous gratifier d'une belle démonstration. Je vous laisse rejoindre l'aire de jeu, Dominique Sousini et Angelo Placenzotti pour une démonstration de foot-volley. Voilà, tout le monde se met en place. Attention, les deux garçons là sont champions d'Europe, donc attention la technique, ça va être du haut vol, mon cher Laurent. Si je regarde ça. Je vous en prie, je laisse passer les caméras. Je vous le rappelle quand même, hein, Laurent, le foot-volley nous vient de la célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro, où au début des années 60, une équipe de foot s'entraînait à jongler au-dessus des barres de but. Très vite, le jeu s'installe sur un terrain de beach volley. Et dès le début, le foot-volley rencontre un succès auprès des Brésiliens et Brésiliennes notamment. Ce sport de plage est d'ailleurs devenu professionnel, puisque reconnu par la FIFA, on vient d'en parler avec nos jeunes représentants, et des ambassadeurs comme Romario, Laurent, Ronaldo ou Ronaldinho, c'est vraiment exceptionnel. Regardez, je vous laisse apprécier cette technique, on en prend plein les yeux. Il y a beaucoup de jeux de poitrine et d'épaule, c'est significatif du foot-volley. Et regardez, le ballon ne touche pas terre encore. Hein. Ouais. Ça fait un moment qu'il est en l'air, dans les airs. Bon, là, il joue pas vraiment, hein. C'est vraiment une démonstration, parce que je peux vous dire que s'il jouait vraiment, les échanges seraient plus courts. Il faudrait, pour avoir discuté un petit peu avec les tenants de cette... Oh, superbe. Vous avez vu ce kung-fu, je crois qu'on appelle ça comme ça. Exceptionnel. Ouais. Il faudrait peut-être une structure couverte pour que ce sport, cette discipline aille vraiment encore plus loin en Corse. Donc je vous le rappelle, ces deux garçons, Laurent, sont champions d'Europe. Donc ça se passe finalement de commentaires et les Corses excellent en la matière. Vous l'avez entendu, hein, ils parcourent l'Europe entière, ils se régalent. Et puis quelque part, Laurent, ils représentent le football corse. Hein, bien sûr, c'est une discipline associée. Qu'on le veuille ou non. Et on peut apprécier donc la technique. Vous l'avez entendu, hein, ce ne sont pas d'anciens footballeurs. Hein. Au contraire, ils ont appris sur la plage du côté de Cargèse. Regardez, ils sont sereins, ils sont tranquilles. Le ballon circule d'un côté comme de l'autre. On va peut-être les laisser finir tranquillement leur match, hein, Xavier. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. On a pris plein les yeux. On les remercie. On les remercie en tous les cas et on leur souhaite bon vent pour la suite de leur parcours sportif. Merci à tous les deux. Laurent. Tous les quatre même. À tous les quatre, tout à fait. Ouais. Une image qui a retenu toute mon attention cette année, c'est peu de le dire. Regardez et écoutez. Je vous laisse regarder tout simplement. Regardez. On donne tout, les gars. Eh gars, il faut qu'on sorte, faut qu'on ait plus rien. Faut tout donner. On les fixe, les gars. On les attend. C'était à Palma de Majorque, à l'occasion des 20e Jeux des îles. Un moment d'intense émotion a gagné l'assistance quand la sélection corse de rugby à 7 s'est présentée sur le terrain pour disputer la finale du tournoi face à la Sicile. Des jeunes garçons, vous le voyez, gonflés à bloc, extrêmement concentrés, déterminés, parés à en découdre. Une mise en situation incroyable qui a surpris tous les observateurs, dans le bon sens du terme, bien sûr. Incroyable de combativité et de courage. La sélection corse a remporté la médaille d'or sur le score de 19-7. Les Corses remportent le tournoi pour la 2e année consécutive et je crois que c'est un moment dont on se souviendra, dont ces jeunes rugbyman se souviendront longtemps. Exceptionnel, regardez cette joie. Ouais, exceptionnel. Hein. Il faut rappeler aussi que Bastia 15 a été obtenir son maintien en Fédéral 3 et se relancera avec une nouvelle équipe dirigeante. On suivra tout ça dans nos différentes éditions d'information. Allez, on ouvre, si vous le voulez bien, Xavier, le principe de l'image de l'année avec Pascal Pommier, une sociétaire, on peut le dire comme ça, de l'équipe des sports de France 3 Corse-Via-Ciel. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Alors pour vous, l'image de l'année, c'est quoi ? Le retour du Tour de Corse automobile en Corse et plus particulièrement la première journée de course qui s'est disputée dans des conditions météo apocalyptiques, on peut le dire. Une spéciale annulée puisque les routes étaient carrément coupées et celle d'après, donc la spéciale entre Francardo et Serman où ceux qui sont sortis de cette spéciale parler de spécial dans des conditions dantesques. Moi, je me souviens sur la place Saint-Nicolas à leur arrivée le soir, Pascal Trojane, il nous dit « Je n'ai pas reconnu la route ». Et pourtant,
connaît quand même le coin. En plus, comme il partait avec une voiture à numéro élevé, ceux qui sont passés derrière, je pense que Jean-Mathieu Léandre, il le dira tout à l'heure aussi, ont eu des conditions de course absolument démentes. Dantesque, ouais, démente, effectivement. Ça démarrait très très mal, mais finalement, ça a pas mal fini. Très belle image, beaucoup de monde au bord des routes, partout, même les jours où il a plu, hein, les gens ont essayé d'aller voir les spéciales. Et après, des images de partage aussi dans le public entre les Corses et les Continentaux qui étaient venus exprès. Moi, ça serait pas pour vous déplaire, mais des souvenirs à Vetsagne, des gens qui ont ouvert leur jardin pour que des Continentaux puissent assister au plus près au passage des voitures dans le village. La Haute-Corse avait envie de revoir le WRC. Je pense. Et puis, j'étais dans le sud le dernier jour, on a fait des kilomètres à pied et on n'était pas tout seul pour pouvoir monter, voir ces voitures passer, quoi. Et d'un point de vue sportif, vous avez vraiment ressenti cette envie d'en découdre, puisque le Tour de Corse est revenu sur des spéciales qui ont fait sa légende, hein. Souvenez-vous, vous avez ressenti vraiment ces... Oui, puisque même le jour des essais, hein, on avait interviewé Sébastien Ogier qui était déjà champion du monde, donc il n'avait rien à jouer en Corse. Il voulait aller chercher le titre, il nous l'a dit. La Corse, je veux l'inscrire, c'est important de l'inscrire. Bon, l'histoire en a décidé autrement, puisque si je me souviens bien, il a cassé la boîte de vitesse. Tout à fait. Donc pénalité. Mais ils sont venus pour gagner, quoi. Même ceux qui n'avaient plus rien à jouer. On peut rappeler le palmarès, hein, de ce 58e Tour de Corse. Regardez, hein, un palmarès où figure donc Jari-Matti Latvala sur Polo WRC. Le pilote devance la Ford Fiesta RS WRC du Britannique Elfyn Evans, et puis le Norvégien Andreas Mikkelsen également sur Polo WRC complète le podium. Un Tour de Corse qui a signé, donc, comme vient de le dire Pascal Pommier, un retour gagnant avec des spéciales qui ont fait sa légende. Une épreuve qui a retrouvé son public, un public enthousiaste, et cela comme au plus beau jour. Et puis un Tour de Corse marqué par la présence de nombreux pilotes insulaires comme Jean-Mathieu Léandre et son copilote Anthony Gorio. Tiens, les voilà, ils nous font l'amitié d'être parmi nous. Jean-Mathieu Léandre, bonsoir. Bonsoir. Anthony Gorio, bonsoir. Bonsoir. Jean-Mathieu, vous avez participé à ce Tour de Corse. Vous terminez 2e du classement insulaire derrière un certain Pascal Trojani. Vous terminez 24e dans le sillage de la Hyundai officielle, hein, de Thierry Neuville, et de la Ford Fiesta pilotée par un certain Robert Kubica, ex-pilote F1. Un retour et un début remarquable pour vous dans ce Tour de Corse, version championnat du monde. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'attendait maintenant depuis un moment. Après le RC, on a eu un long passage de RC qui a fait quand même l'intérim, mais c'est vrai que le WRC, on l'attendait tous. Moi, je n'y avais jamais participé, je l'avais toujours suivi, donc c'était vraiment une épreuve qu'on ne pouvait pas manquer. Le Tour de Corse, ça représente vraiment le Graal, même pour les jeunes pilotes, même ceux qui n'ont pas vu les grandes heures, comme on a pu les voir nous, hein, Pascal, Xavier et moi. Hein. En étant jeune comme moi, oui, on a toujours un rêve, c'est de participer à une épreuve de championnat du monde, surtout qui se passe chez nous. Après, le rêve s'est réalisé en espérant qu'il y en ait d'autres. Oui, on espère. Oui. Absolument. Jean-Mathieu, quand on y a goûté, on a envie d'y revenir, n'est-ce pas? C'est sûr, hein, c'est le plus beau rallye. En plus, en Corse, c'est vrai qu'il fait même rêver des pilotes étrangers. Donc, est en Corse, en plus, le parcours qui est encore proposé cette année est encore fabuleux. Il est encore, je pense, même plus compliqué que l'année passée. Il sera plus sélectif, paraît-il. Je pense, parce qu'il y a une première journée sans assistance et on doit remonter à Bastia le soir. Donc, il n'y a pas qu'après que la pointe de vitesse, il y a même l'endurance de la voiture, l'endurance du pilote. Donc on va essayer d'être là parce que c'est quand même un budget très important pour les amateurs comme nous. Et j'espère qu'on sera quelques insulaires au départ. Et lutter comme ça dans la cour des grands, ça fait rêver. Hein. Ah oui, après on les côtoie en reconnaissance, on les côtoie toute la semaine. Moi je connais bien même Eric Camilly qui fait une saison pour l'instant extraordinaire. J'espère qui est originaire d'Ajaccio, j'espère qu'il pourra encore briller parce que nous, on est amateurs, mais lui, il est professionnel et je pense qu'il peut faire quelque chose. Pascal parlait en préambule de ses premières spéciales en Haute-Corse, là, dantesques. Hein. Franchement, vous vous disiez pas à un moment donné, je suis dans un monde irréel? Au début, oui. Déjà, quand on commence à prendre la température au niveau du parc d'assistance, qu'on voit toutes les structures, comme la structure Hyundai qui fait au moins 2 étages, quand on voit la nôtre, qui est quand même assez pas mal, quoi.
On se dit vraiment, est-ce qu'on y est vraiment? Et au final, oui, on y est vraiment. Et même pendant les reconnaissances, on commence à voir les Kubica, les Ogier. Ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver et on les voit. Donc voilà. Jean-Mathieu, quand on joue à domicile comme ça, on a envie de se surpasser, c'est certain, mais il y a un peu plus de pression quand même, non? La famille est là, les amis sont là. Mon père est là, surtout. Surtout, ouais, on le salue. Non, absolument. mais c'est une sensation, même quand on fait des rallyes régionaux, c'est quand il y a les amis, mais c'est sûr que le Tour de Corse, il est très compliqué, même pour les pilotes étrangers. Même si on connaît bien le terrain, il n'y a qu'à voir la météo qu'il y a eu l'année dernière, on n'est jamais à l'abri de rien chez nous. Hein. On peut partir d'Ajaccio et monter à Bocognane et il peut avoir une averse, donc c'est très compliqué comme rallye. Alors, la saison rallye 2016 est partie sur les chapeaux de roue. Hein. Regardez avec cette année l'épreuve toujours très prestigieuse de la Giraille, de retour cette année dans le Cap Corse que Pascal Pommier a suivi pour nous. 10 épreuves au total composent le calendrier du championnat, avec notamment les rallyes du pays ajaccien et sa spéciale de nuit. Un rallye remporté, souvenez-vous, par Paul-Antoine Santon, où Jean-Mathieu Léandre a brillé avec une belle 3e place. C'est un beau souvenir, Jean-Mathieu. Sans oublier le nouveau venu inscrit depuis 2 ans dans le programme des rallyes insulaires, le rallye de Porto Vecchio, remporté par Younes El Kadaoui. Nous sommes à mi-saison et les pilotes pourront encore s'exprimer début juillet lors du rallye régional du Prunil, avant une pause estivale et la fin de saison qui sera passionnante avec le rallye de Corté pour le Tour de Corse WRC, ou encore le retour du rallye du Maquis qui s'appellera Rallye Marémac et qui se déroulera au mois de novembre. C'est une bonne nouvelle, ça, Jean-Mathieu? C'est l'ancien rallye du Maquis que votre papa a bien connu. Le rallye du Maquis, oui, c'est sûr. Moi, ça a été mon premier rallye. Après, là, nous, on sera présent début juillet au rallye du Prunil. J'espère qu'il y aura un beau plateau. Normalement, il y a tous les ans un beau plateau, donc j'espère qu'il y aura une belle bagarre. Avant de vous quitter tous les trois, vous serez au départ du Tour de Corse tous les trois, Pascal? Je pense, oui. Vous aussi, on l'espère. Je l'espère. On est en train de monter le programme. C'est pas facile. On va faire le maximum. On l'espère aussi, hein, de voir un vrai plateau avec de vrais insulaires qui jouent leurs cartes à fond. Ça, c'est très très important pour le public aussi. Hein. Ouais, je peux vous dire que les engagements sont déjà ouverts et qu'il y a pas mal de monde qui se précipite, hein, pour le départ, disputer. Ça sera début octobre, c'est ça? Début octobre, c'est ça. Ouais. C'est du 1 au 4 octobre. Voilà, exactement. Le 1, ça doit être le shakedown. Voilà. Espérons-le sur la pluie. On va pas avoir la pluie tous les ans. C'était Ladvala qui disait... on s'attend à autre chose en Corse. On ne s'attendait pas à ça. C'était une entrée en matière terrible. On s'en souviendra. En tous les cas, ça a été le fait marquant, hein, de ce 58e Tour de Corse. Merci à tous les trois. On reste dans les sports mécaniques, Laurent. John Philippe, vous connaissez, hein, un petit peu. Oui. Il continue de progresser de manière toujours régulière en WTCC. En clair, le championnat du monde des voitures de tourisme. Avec son équipe Campo Racing, il a décroché son premier podium de la saison dans sa catégorie. Il est actuellement 4e au championnat du monde chez les pilotes indépendants. À 21 ans, John Philippe est vu comme le futur du WTCC et ses performances dans sa catégorie de pilote indépendant continuent d'impressionner. En MXGP, c'est de la moto, le championnat du monde de motocross où évolue Laurent, l'Ajaccien Christophe Charlier. La saison 2016 est pour le moment marquée par des hauts et des bas pour le pilote officiel Husqvarna. Il disputera ce week-end le Grand Prix de Grande-Bretagne, 11e épreuve du championnat du monde. Christophe Charlier lutte pour intégrer le top 10 mondial et je pense, quelque chose me dit que ça va le faire, Laurent. On espère pour lui. Quelque chose, ça va le faire. On reste dans les sports mécaniques, mais en mode nautique. Volontiers. Laurent, après 15 ans d'absence, après 15 ans d'absence, regardez, le championnat d'Europe d'endurance de scooter des mers a fait son grand retour en Corse au mois de mai dernier. Durant 2 jours, une centaine de pilotes s'est expliqué sur le plan d'eau de la côte des Nacres à Solenzar. Scotchés à leur poignée de gaz, les champions de l'offshore se sont livrés, Laurent, une sacrée bataille au cœur de la compétition. Et comme toujours, les pilotes corses ont fait le spectacle. L'épreuve a couronné l'équipage insulaire Botti Pastorello. Un titre de plus pour Jean-Baptiste Botti. Le Porto Vecchio a remporté cette année coup sur coup, tenez-vous bien, 2 titres de champion du monde à 28 ans, Laurent. Il devient le 3e pilote le plus titré de l'histoire du jet ski mondial et je pèse mes mots. Voilà un sacré champion. À quelques semaines des JO de Rio, les Jeux Olympiques, l'équipe de France de judo en pleine préparation faisait escale en Corse, voilà quelques jours, à Calvi plus précisément, au camp du 2e REP bivouac, tir, parcours d'obstacles que vous voyez ici, hein, sur ces images. 3 jours de stage de cohésion pour renforcer encore les liens entre les athlètes, le sentiment collectif, sentiment important en judo en dépit du fait que ce soit un sport individuel. Sur les 14 sélectionnés, seul la star Teddy Riner était absent. À noter
la présence dans cette sélection qui ramène presque à chaque JO plusieurs médailles. Vous la voyez, Priscilla Nieto. Et il y avait également Loïc Pietri, on l'a entrevu. Justement, regardez, Priscilla Nieto qui n'a pu être parmi nous ce soir et qui le regrette. Je peux vous le dire, elle est retenue en ce moment même en stage de préparation du côté de Paris, sans doute du côté de l'INSEP. Elle a tout de même tenu à revenir sur cette année olympique, une année difficile puisqu'elles étaient deux, je vous le rappelle, pour une place, parce qu'il faut le dire, dans chaque catégorie, il y a une seule combattante par pays. Priscilla Nieto donc, et Annabelle Eurani, la difficulté, son état d'esprit avant et pour les JO, ses ambitions pour Priscilla Nieto. On écoute tout ça au micro de Pascal Pommier et Tiffany Urtis-Verrea sur des images de ses combats au JO de Londres où, je vous le rappelle, elle avait été médaillée de bronze. Il a fallu enchaîner déjà les compétitions. J'en ai fait 10 depuis le mois d'octobre. On a été mis en concurrence sur chaque tournoi quasiment. Et puis jusqu'à la fin, il fallait rester concentré. Donc c'est vrai que quand le dernier tournoi est passé, il y a eu vraiment un ouf de soulagement. Donc voilà, maintenant la qualification est acquise et je vais pouvoir me préparer tranquillement. Il y a toujours des petits bobos, mais pas de grosses blessures qui pourraient m'handicaper ou m'empêcher de faire une bonne préparation, une bonne compétition. Voilà, comme je disais, tous les feux sont verts pour faire une bonne compétition. J'aimerais revenir avec une médaille et puis encore plus l'or. Voilà. Vous pensez que c'est à portée de main? Ah oui, totalement. Vraiment, je m'entraîne pour et puis c'est à portée de main. Sinon, je ne me battrai pas aujourd'hui pour y aller parce que y aller, c'est bien, mais revenir avec une médaille, c'est mieux. Et puis la fête sera vraiment plus belle si je rentre médaillée. Eh oui, on l'espère tous. Nouvelle médaille pour Priscilla Nieto. Son Olympiade n'a pas été facile, Jean-Yves Vandarelli. Vous, le conseiller technique sportif de la Ligue Corse de Judo qui avait formé Priscilla. Écoutez, c'était pas évident pour elle, puisqu'elle a démarré quand même sur des tournois difficiles. Avec des blessures aussi. Avec des blessures, elle a eu à gérer ça. Et après, derrière, elle a quand même été régulière. Et puis le point d'orgue, ça a été au championnat d'Europe où elle a fait quand même deuxième. Et c'est là que ça s'est décidé, je pense. C'est là qu'elle a supplanté Annabelle Eurani. Tout à fait, là, c'est décision. D'ailleurs, ça avait été annoncé contrairement à ce qui peut être dit, ça avait été annoncé par les entraîneurs. Parce qu'il y a une petite polémique quand même. Tout à fait. Parce que dans la ranking list, le classement mondial du judo, Eurani est devant. Mais sur les grosses manifestations, notamment ce championnat d'Europe, c'est Nieto qui était devant. Priscilla était devant et voilà, elle a fait la décision. Maintenant, elle doit se concentrer sur sa préparation et je pense qu'elle peut aller chercher une belle médaille. On l'espère. Astrid Nieto, qui est la petite sœur. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Vous avez fait presque aussi bien quand même, voire mieux. Championne d'Europe junior en moins de 52 kilos. Racontez-nous ça. Comment vous avez vécu ça? C'était en Autriche, je crois. Oui, en Autriche, à Oberwart. Mais c'est mon premier titre européen. L'année d'avant, j'avais fait deuxième et là, j'étais allée pour gagner. Et je suis très contente. Et vous allez bientôt devenir une concurrente pour votre sœur, là. Comment vous allez gérer ça? Non, concurrente, non, parce que après les Jeux, elle change de catégorie. Ouais, elle va changer de catégorie. Oui, elle monte en moins de 57. Elle vous laisse la place, en fait. Oui, c'est ça. Et moi, je reste en 52. C'est parfait, ça, Jean-Yves. Deux Nieto en 57 et en 52. Ah oui, ça c'est clair, puisqu'elles ne seront pas concurrentes. Après, Priscilla aura un nouveau défi, mais je pense que Astrid, sincèrement, a vraiment toutes les qualités pour arriver au niveau de sa sœur, et peut-être même plus dans cette catégorie de poids qui est la sienne depuis un bon moment et depuis son titre de champion de France cadette. Ouais, on va pas oublier dans cette émission, Jean-Yves, vous le savez, on essaie de rien oublier, Julia Tolofua, championne de France en lourd, c'est ça, en junior également. Tout à fait. Après son titre en cadette, elle est devenue championne de France junior. Et pour elle aussi, s'ouvre une carrière prometteuse dans la catégorie des lourdes. Elle a fait le tournoi de Paris en même temps qu'Astrid cette année, tout en étant junior. Et je pense qu'en étant à l'INSEP, elle va progresser rapidement et peut-être être une future championne dans ces catégories des lourds où c'est pas... Son gabarit, il est hors norme. Elle a le gabarit. Maintenant, il lui reste à travailler beaucoup la technique et je pense qu'elle peut arriver à faire d'excellentes choses dès l'année prochaine. Astrid, vos prochaines actualités en judo. Là, vous allez un peu vous balader du côté de Porto Vecchio chez vous? Non, je retourne à Paris lundi. Ah. Oui, parce que je pars en Hongrie vendredi. Un Grand Prix déjà. Chez les seniors et encore un championnat d'Europe en mois de septembre chez les juniors. Ouais. Et après, vous allez vraiment aller sur les Grands Prix seniors. Vous allez essayer de vous installer dans le concert international du judo. Oui, c'est mon but. Donc là, avec la Hongrie, il
faut que je fasse un podium pour pouvoir être dans les clous l'année prochaine. Vous serez à Rio ? Je sais pas encore. Je sais pas encore parce que là, ma saison junior démarre. Je serai en Allemagne, donc je vais voir. Il y a un petit pronostic là pour votre sœur, pour Priscilla. Elle a été médaillée de bronze à Londres. On l'attendait pas, à part peut-être nous, Jean-Yves, on s'en souvient. C'est vrai. La presse, il n'y avait pas grand monde sur Priscilla. Je me souviens avoir contacté nos collègues de Paris pour dire attention, ça peut être l'une des premières médailles, mais on n'avait pas vraiment été écoutés. Là, à Rio, elle va faire quoi, Priscilla ? Ce sont les Jeux Olympiques. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais dans un bon jour, elle est capable du meilleur, je pense. Alors vous, pronostic ? Pas de pronostic. Non, ça porte malheur, c'est vrai. Et puis, il faut rappeler, Jean-Yves, les JO, ça peut-être, hormis la pression bien entendu, c'est le titre suprême, mais c'est peut-être moins dur qu'un championnat du monde où il y a plusieurs combattantes dans chaque catégorie, dans chaque pays. Tout à fait, il y a déjà, c'est limité puisqu'il y a une ranking list qui prend les 14 meilleurs, après il y a des quotas continentaux, mais il faut savoir qu'un championnat du monde de judo est plus dur qu'un championnat, que des Jeux Olympiques. Ceci dit, le contexte, la pression, l'événement, la portée de ce championnat fait que, l'année où Priscilla avait fait de troisième, il y avait eu beaucoup de favoris qui étaient passés à côté à cause de la pression. Et elle gère pas trop mal, Priscilla. Elle est souvent là dans les grands rendez-vous. Elle subit beaucoup la pression, mais elle est souvent là. Ses concurrentes, Kelmendi, la Kosovare, et puis Chitou, la Roumaine, c'est ça ? Elle a 3 concurrentes très fortes, la japonaise, la championne du monde en titre, Nakamura. Triple championne du monde. Voilà. Kelmendi, qui est numéro 1. Ceci dit, Priscilla les a toutes battues en tournoi et en championnat. Donc voilà, elle sait qu'elle peut battre les meilleurs. Et pour moi, dans un grand jour, elle peut aller chercher la médaille d'or. Maintenant, si elle fait aussi bien qu'à Londres, si ce n'est mieux, pourquoi pas ? On signe de suite. Une médaille de bronze, on signe ? Oui, on signe aussi. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on souhaite au judo corse. Merci d'avoir participé à ce Sport in Cause. Puis vous revenez tout à l'heure avec tout le monde pour le plateau de fin. Xavier, on reste dans les sports de combat. Oui, vous avez évoqué les Jeux de Rio. Laurent, sachez que Loïc Pietri, originaire du Crudini, de Salis, du Salge précisément, sera aussi présent au Brésil dans les rangs de l'équipe de France de judo en moins de 81 kilos. Il est déjà champion du monde dans cette catégorie, donc une belle chance de médaille pour l'équipe de France. Mostafa Smaili, licencié à la JB, défendra, lui, les couleurs du Maroc sur 800 mètres. Et puis sachez que Michael San en tir à l'arc et Kevin Antoniotti en gymnastique pourraient bien aussi rejoindre Rio au mois d'août prochain, à la seule condition d'atteindre les quotas donnant accès à la compétition. Donc tout cela, réponse à la fin du mois de juin. Nous allons évoquer le karaté avec deux jeunes karatékas que l'on ne présente plus. Il s'agit des sœurs Ferracci qui sont avec nous en la présence d'Alexandra. Bonsoir. Et Laetitia, et le papa est avec nous également puisque Jean-Michel Ferracci est également président de la Ligue Corse de Kata. Alors, je le disais, on ne présente plus Alexandra et Laetitia. Regardez ces quelques images pour rappeler leur parcours. Alexandra s'est adjugée coup sur coup cette année la Coupe de France et le Championnat de France, médaillée de bronze à l'Open International d'Istanbul. Elle a récidivé quelques temps après en Allemagne. Ça a été une saison exceptionnelle. Puis pour sa part, Laetitia, vous le voyez, a remporté pour la 4e année consécutive le championnat de France, vainqueur également de la Coupe de France. Elle a terminé 5e au championnat du monde à Jakarta et première à l'Open international du Luxembourg. Voilà ce que l'on peut appeler, ma chère Alexandra, un bon parcours cette saison. Oui, j'ai pas trop à me plaindre. Le seul petit bémol, c'est ma non-sélection au championnat d'Europe, puisque les sélectionneurs avaient décrété de faire la sélection avant les championnats de France. Donc voilà, petit bémol, mais j'espère rester en liste pour les championnats du monde au mois d'octobre. Laetitia, on peut dire aussi que les objectifs ont été atteints? Ah oui, franchement, on peut dire que les objectifs ont été atteints, sauf malheureusement aussi la non-sélection au championnat d'Europe par équipe. Mais ça reste quand même une belle saison où on a vraiment rapporté beaucoup de médailles. Alors, rester au plus haut niveau, comme vous le faites depuis pas mal de saisons, comme ça tient à quoi? Beaucoup d'entraînement? Beaucoup d'entraînement, de rigueur forcément, une très bonne hygiène de vie aussi. Laetitia? Et beaucoup de mental aussi. Alors, on va voir si votre papa est d'accord, Jean-Michel Ferracci. On l'a dit, rester au plus haut niveau comme le font vos deux filles, Alexandra et Laetitia. C'est quoi? C'est le fruit d'énormément de travail.
C'est énormément de travail aussi en famille, parce que 90% des entraînements se font donc tous ensemble, et ça permet à papa de rester aussi en forme. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous, responsable, dirigeant corse de la discipline, le fait de voir justement des athlètes insulaires se distinguer au meilleur niveau? Écoutez, déjà, en tant que papa, c'est une fierté. Au niveau régional, c'est vrai que ce sont des éléments moteurs qui propulsent vraiment notre discipline pour aussi motiver par rapport à notre centre régional d'entraînement. C'est vrai que c'est un tout. Ça crée une émulation auprès des jeunes, justement? Une belle émulation, puisque cette année, on va quasiment tripler les jeunes qui vont rentrer dans le centre régional d'entraînement cette année, oui. Tout à fait, qui a été mis en place il y a 4 ans, je crois. Non, on va commencer notre 8e année au mois de septembre. Autant pour moi. Oui. Donc, ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, et là cette année on a eu 4 finales en individuel avec 3 premières places, donc c'est un beau score. Justement, on a parlé des performances réalisées par Alexandra et Laetitia. Des jeunes arrivent, on a eu l'occasion dans Sport & Course de dresser un petit peu le bilan de la discipline. On a vu pas mal de titres au niveau national. Que ce soit aussi bien en combat et en kata. Tout à fait. Oui, donc c'est vrai que la jeunesse pousse, on a l'avenir qui arrive, mais pour l'instant, on a nos fleurons qui sont là avec nous. Une grande satisfaction. Oh, énorme, sans problème. Alors, le programme à venir, Alexandra? Dans un mois, j'ai les Jeux européens universitaires, et au mois d'août, j'ai les championnats du monde également universitaires. Je crois que dans l'un des deux, il y a un titre à défendre, non? Tout à fait, puisque si je fais un résultat au championnat du monde, je décroche ma sélection au championnat du monde senior en octobre. On y va avec des ambitions? Ah, totalement. Là, je la veux, celle-là. Je vais décrocher ma sélection. Et Laetitia, saison terminée ou on reprend à la rentrée? Oui, non, saison terminée. J'ai juste à m'entraîner pendant toutes ces vacances pour me préparer pour le début de saison. Voilà. Alors Jean-Michel, il va falloir booster cette jeunesse pour qu'elle se distingue au meilleur niveau. Je reviens un instant vers vous. Vous avez eu l'occasion d'organiser cette année la Milan Cup, une épreuve internationale. Ça s'est déroulé au Palatine, justement. Il a fallu faire des pieds et des mains pour accueillir cette compétition. Elle s'est très bien déroulée. Est-ce qu'une deuxième édition est dans l'air du temps? Une deuxième édition, oui, va se préparer pour la prochaine Olympiade, parce que c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle Olympiade, et c'est vrai que le site, l'accueil a vraiment intéressé notre président. Donc je pense qu'on est sur les starts pour un autre projet. On en parlera un peu plus tard. Quelle est l'importance pour vous justement d'accueillir une épreuve d'envergure en Corse? L'épreuve d'envergure, c'est que nous, tout au long de l'année, on se déplace toujours sur le continent. L'important, c'est aussi à un certain moment de faire reconnaître nos qualités d'organisation, mais aussi sportives. Alors Jean-Mi, nous allons commenter ensemble une démonstration kata avec vos deux filles. Alexandra, Laetitia, je vous laisse vous mettre en place. Nous allons observer tout ça sous le commentaire de votre papa, Jean-Michel, qui est également président de la Ligue Corse de karaté. Alors, quelle est la spécificité du kata? Alors le kata, la spécificité, c'est un combat réel contre un adversaire imaginaire. Réel, pourquoi? Parce que toutes les techniques sont données avec leur maximum d'amplitude. Voilà, donc ça demande des critères vraiment physiques très importants. D'abord, l'explosivité pour le démarrage, la fluidité et la vitesse pour aller plus vite possible au niveau de la percussion. Et après, bien sûr, le maximum de puissance au niveau de l'impact. Cela réclame beaucoup de concentration, on le voit. Concentration, équilibre, maîtrise un petit peu aussi de ses émotions. Parce que en fonction après du nombre d'arbitres, le public des fois qui applaudit, qui siffle, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être mentalement costaud. Quelle synchronisation! C'est vrai qu'elles ont fait un beau parcours aussi en équipe, avec quand même de beaux résultats, que ce soit à l'Open de Paris, que ce soit aussi en Autriche. Or, c'est un jury, justement, qui note, n'est-ce pas? Quels sont les critères? Alors, en plus de l'individuel, au niveau des équipes, là, c'est vraiment aussi après la synchronisation qui est vraiment importante. Voilà. Et les détails techniques, parce que quasiment la gestuelle doit être parfaite et synchronisée pour les 3 adversaires. Une question toute simple, Jean-Michel. Pourquoi vos filles se sont orientées vers le kata, c'est-à-dire la technique, et non pas le combat? Alexandra a été prise dans les 2 équipes de France, mais ce sont les recruteurs qui ont choisi vraiment pour elle, et je pense que ça a été mieux, parce que je souffrais chaque fois qu'elle combattait, et quand elle prenne des coups, vous savez, pour un papa, c'est mieux le kata. Merci Jean-Michel, merci Alexandra, merci Laetitia. Allez, tout de suite, on rejoint Laurent au bord de la piscine.
Rassurez-vous Xavier, je ne vais pas nager, hein. C'est plutôt Laurine Lebopin-Nivadjoli qui va nager, l'une des meilleures nageuses de l'histoire de la natation insulaire, je crois qu'on peut le dire. Dans les 10 meilleures françaises sur la brasse, c'est un petit peu ta spécialité. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Raconte-nous un petit peu le quotidien d'une nageuse de haut niveau. C'est les entraînements tout le temps, c'est 5 fois 2 heures par semaine. Et voilà. C'est dur quand on a 14 ans avec la scolarité ? Ouais, c'est surtout quand on monte des classes, c'est un peu plus chaud à tenir. Alors il y a ton entraîneur qui nous a rejoint. Bonsoir, Pierre Mondolone, GFCA Natation. Laurine, elle peut aller très loin ? Alors Laurine, elle fait partie des nageuses, donc elle a 14 ans. On espère, c'est-à-dire qu'on a de fortes probabilités pour qu'elle aille très loin. Et c'est pour ça qu'on aimerait que l'an prochain, elle change de structure d'entraînement, c'est-à-dire qu'elle intègre une structure continentale qui est faite pour ce type de nageuse, c'est-à-dire augmenter, doubler les séances d'entraînement. Avec un bassin de 50 déjà ? Avec un bassin de 50 mètres évidemment, parce qu'on a un gros déficit chez nous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc évidemment ça manque, évidemment ça perturbe fortement la croissance des nageurs, l'amélioration de leur performance, et elle a l'âge où elle doit partir. Et moi je pense sincèrement qu'elle a quelque chose à faire. Peut-être du côté du pôle espoir d'Antibes. On verra ça un petit peu en fin d'émission, on posera quelques questions. Je vous propose de la voir un petit peu nager, 104 nages. Exactement. Allez, on y va. Mets ton bonnet et lunettes. Mets ton bonnet et lunettes. Gardez bien le micro là, Pierre. Très bien. Allez, on vous laisse officier. Je vais te chronométrer. Voilà, il va donner le top, Pierre Mondolone. Et pendant que Laurine met vite son bonnet, elle s'est un petit peu échauffée avant, hein. Je vous le cache pas, Xavier. Allez. Que je t'aide à le mettre. Ah, il glisse. Allez, je reprends tout, Pierre. Ouais, on fait comme chez nous. Les téléspectateurs attendent de voir nager Laurine, on va la voir nager. Allez. Tu te mets sur ça. Sur la 2. Voilà, ou sur la 3. Laurine. Sur la 3 plutôt. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment... Donc elle va nous faire un départ. La profondeur est très basse. D'accord. Allez, en place. Allez, top. Alors elle commence en pape. Donc le principe d'un 100 mètres 4 nage, c'est évidemment de commencer en papillon. D'accord. Elle excelle dans ce type de nage. Et elle va nous faire un virage d'eau. D'accord. Poursuivre sur de la brasse ensuite. Le voilà. Et finir par la nage la plus rapide, c'est-à-dire le crawl. Le 104 nage, alors en bassin découvert, c'est très particulier parce que là vous pouvez vous apercevoir qu'elle n'a pas de repère, nage de biais, elle n'a pas de repère au niveau du plafond et donc du coup elle regarde les nuages. C'est pas grave. Et elle bifurque sur la ligne 3. C'est pas grave, elle va faire plus long en fait. Elle va faire un tout petit peu plus long. Ouais. C'est pas grave. C'est le principe du triangle. Voilà. Là, les virages particuliers en brasse. Vous avez chronométré un peu ? Je suis sur le chronomètre, mais mon téléphone marche très mal, évidemment. C'est pas grave. C'est pas le... Donc là elle est en 49 secondes. D'ordinaire, elle fait quoi ? Paisible. D'ordinaire, elle vaut une 10 au 104 nages, une 10, une 11. D'accord. Donc, là, on se dirige plutôt vers une 20, une 30. On se dirige vers une 20, voire une 25, j'imagine. Encore que, elle risque de finir fort en crawl. Donc, on est déjà à une 3. Allez, la voilà. Donc, on peut présager d'un retour en 15 secondes, ce qui va nous donner du 1,20 de toute façon. Allez, on va l'accueillir ? Bien sûr. En ligne 4, elle s'est un petit peu décalée. Hein. Ah non, elle revient vers nous, là, ça y est. Elle nous a vus. Et voilà. Donc, une arrivée en 1,21. 1,21, Laurine. Essoufflée ? Non, pas trop, c'est le début. C'est le début pour elle, c'est rien, un 104 nage. Un 104 nage, c'est rien du tout parce que elle a l'habitude de s'entraîner de l'ordre de 5 km par soirée. Donc, évidemment, un 100 mètres 4 nage, c'est rien du tout. C'est une broutille. Je voulais envisager avec vous... Tu nous rejoins, Laurine, ce qu'elle a fait au Jeux des îles, hein, parce qu'elle a eu 3 médailles, je crois, c'est ça, Laurine, hein. Alors, comment ça s'est passé à Majorque ? C'était super, il y avait beaucoup de concurrence comparé à l'an dernier. Je me suis amusée, j'ai connu des filles de Majorque et de Sicile. Et j'ai eu 2 médailles d'argent, une sur 50 et sur 100 brasses, et une en bronze sur 100 papillons.
Ouais. Donc c'est un vrai défi ces Jeux des îles quand même pour les jeunes. Et puis au-delà du sport, il y a du partage, de la rencontre. Voilà, l'important c'est qu'elles partent et qu'elles partent se confronter à d'autres nations en natation. Ça c'est très important pour elles. Cette année, on a eu la chance d'avoir les Siciliennes qui offrent un niveau exceptionnel en natation. Les meilleures Siciliennes sont les meilleures Italiennes et donc on retrouve le même niveau en France. Donc c'est confronté à des nageuses extraordinaires, dont une qui fait quand même 59 au 100 nage libre. Et du coup, les médailles ont une vraie valeur. Et les 3 médailles qu'elle remporte, on peut dire que c'est pas rien du tout. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de médailles en natation. Je crois qu'il y a eu Florent Papa il y a quelques années. Mais depuis, pas grand-chose. Laurine, ton futur, tu veux vraiment aller au pôle espoir d'Antibes, toi ? Oui, ouais, c'est ce que je veux faire depuis toute petite. Et voilà. Pourquoi tu t'en autant à nager tous les jours pour le grand public, parce que c'est très difficile la natation? Parce que j'aime ça et je sais que si je m'entraîne et je fais le nécessaire, je peux aller loin et du coup c'est pour ça que je le fais. Alors combien elle a de chance d'intégrer le pôle espoir d'Antibes? Moi je dirais 75% de chance d'intégrer le pôle espoir, mais on aura une réponse définitive fin juillet et j'ai très bon espoir. Et il faut absolument que ce soit fait parce que c'est une vraie chance pour elle. Voilà. Merci beaucoup Pierre Mondologne. Laurine, ça y est, si tout va bien, tu nageras tous les jours sur un bassin de 50, ça va te changer. Ouais, surtout ça va être 2 fois par jour. Plus du renforcement musculaire 3 fois par semaine, donc... Je pense que je vais bien progresser. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce Sport in Course spécial. Et puis bien entendu, on vous suivra. On suivra la natation insulaire toujours dans Sport in Course. Merci à vous. Xavier, je vous rejoins tout de suite. Oui Laurent, le temps de votre venue, je vais vous parler d'un record. 31h06. C'est le nouveau record de traversée du GR20, record établi par le coureur savoyard François Den, record qui a été détenu depuis juillet 2014 par le Cortenay Guillaume Perret. 180 km, 14 000 mètres de dénivelé positif. Le programme était pour le moins corsé, un parcours de pénitents vaincu au prix d'un exercice d'endurance hors norme. François Den a été soutenu dans sa tâche par une dizaine de coureurs locaux. Le double vainqueur de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc et de la Diagonale des Fous est donc le nouveau détenteur du record, je vous le rappelle, 31h06. Voilà, c'est le nouveau record qu'il faudra tenter de battre. Peut-être Kylian Jornet ou pourquoi pas de nouveau un Guillaume Perret ou un autre Corse, Lambert Santelli par exemple. Voilà. Laurent, vous allez nous rejoindre et dans le même temps, on accueille Jean-Pierre Léc, notre collègue journaliste. Jean-Pierre Léc, bonsoir. Bonsoir Xavier. Merci d'être avec nous. Alors vous connaissez le principe. Charge à vous de nous présenter votre image, celle qui a retenu votre attention ou votre coup de cœur tout simplement, Jean-Pierre. Bien, moi j'ai choisi pour cette année, cette saison 2015-2016 de Sport in Course, il y a une discipline qui n'est pas très médiatique, mais que j'ai eu l'occasion de découvrir lors de reportages sur le terrain, pour des reportages effectués pour Sport in Course. C'est le VTT Enduro, c'est une discipline qui est nature. Je pense qu'il va vous plaire aussi à vous, Xavier. Bien sûr. Et c'est une discipline qui explose sur le continent et bien évidemment chez nous en Corse. Pour preuve, en 2014, il n'y avait que 2 épreuves qui figuraient au championnat de Corse. Ils n'étaient qu'une quarantaine. Et cette année, sur les épreuves que j'ai pu visiter, on a vu 80 participants. Il y a 5 épreuves qui seront inscrites au calendrier 2016 avec peut-être une épreuve sur la région bastiaise. Beaucoup de jeunes qui viennent pratiquer ce sport. Et je pense que peut-être même dans les années à venir, avec un peu de chance, peut-être, on a discuté avec Jean-Charles Ségondi, le père de Nathan, qui est aussi son entraîneur, peut-être une discipline qui deviendra olympique dans les années à venir parce que c'est très spectaculaire, c'est très physique, c'est très dur, mais c'est aussi magnifique parce que ça permet aussi de redécouvrir des anciens sentiers muletiers quand les épreuves se déroulent en Corse. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai voulu mettre l'accent pour cette dernière de Sport in Course sur ce sport magnifique. C'est quoi, avant de découvrir nos invités, l'enduro VTT, c'est quoi? Il y a beaucoup de descentes, il y a beaucoup de relances, c'est complet. Hein. Oui, c'est très complet, c'est très physique. Alors, contrairement à la descente, qui comme son nom l'indique, il n'y a que de la descente en VTT, là, l'enduro, vous avez des sections de descente et aussi des sections où il faut réaccélérer, repédaler pour redonner du dynamisme au sport que l'on pratique.
Ça se rapproche un petit peu aussi des sports mécaniques, puisqu'il y a aussi des spéciales chronométrées comme en rallye, comme en moto. On est chronométré sur des portions de 5, 10, 15 km. Il y a aussi des liaisons. Donc voilà, c'est un sport très complet, vous l'avez dit, Laurent. Vous savez ce qui me plaît aussi, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, Jean-Pierre, moi ce qui me plaît, grâce au sport, hein, c'est le monde rural qui revit. Et là, j'y attache vraiment une importance toute particulière. C'est le monde rural. Ces anciens sentiers de transhumance qui sont remis au goût du jour, c'est l'histoire de la Corse qui renaît. C'est le patrimoine. Avec le trail, avec l'endurance. On va en parler tout à l'heure, avec l'endurance équestre et justement l'enduro VTT. C'est énorme. Bon choix, Jean-Pierre. Très bon choix. Très, très bon choix. On va découvrir nos invités. Bien sûr, je vous en prie. Nathan Segondi, hein, Jean-Pierre, on ne se trompe pas, qui est notre champion, notre plus grand représentant. À ses côtés, Jean-Charles Segondi, qui est le papa et entraîneur. Oui, c'est ça. Présentez-nous Nathan. Nathan, c'est quelqu'un que j'ai découvert, je le disais tout à l'heure, lors de l'enduro de Bavé, là, sur la dernière manche du championnat de Corse 2015, qu'il a remporté, puisque c'est le champion de Corse en titre. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'a que 16 ans. Donc voilà, c'est un champion très précoce, très doué, puisque ça fait que 2 ans qu'il pratique l'enduro VTT. Donc il a une très grosse marge de progression et c'est quelqu'un, je pense, qui ira très loin. Jean-Charles Segondi, coacher son fils, c'est dur, c'est particulier ou c'est plus facile parce que vous le connaissez très bien, il y a déjà la connivence qui s'installe et vous pouvez aller au-delà? Bonsoir. Alors, on va dire au niveau technique, préparer son fils, c'est pas plus compliqué que préparer un autre sportif. Par contre, c'est vrai que c'est pas évident, notamment en période de compétition, parce qu'on a lui-même à la pression et on va dire par la même occasion, il me la répercute. Donc, c'est forcément pas évident de gérer tout ça. Puis on doit penser un petit peu à l'école aussi, non? Quand on est papa. On doit penser un petit peu à l'école, c'est surtout lui qui doit penser à l'école. Mais bon, c'est vrai que ça, de ce point de vue, en fait, Nathan fait la part des choses et donc il suit son cursus au niveau du lycée sans aucun problème. Alors Nathan, ton parcours sportif, Jean-Pierre nous disait, il nous rabâche toute l'année, hein. Il est exceptionnel ce petit. Alors c'est vrai que tu participes à toutes les compétitions régionales, mais paraît-il que ton parcours en Coupe du Monde est tout simplement exceptionnel. Raconte-nous, Nathan. L'année dernière, en fait, j'ai commencé à faire des courses ici en Corse parce que j'ai vu que ça me plaisait beaucoup, l'enduro. J'ai découvert ça il y a 2 ans à peu près. Et du coup, j'ai voulu aller découvrir les Coupes de France l'année dernière. Ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai fait... Qu'est-ce que ça a donné au niveau résultat? Petite parenthèse. Alors, aux Coupes de France l'année dernière, j'ai terminé premier cadet. Ah ouais. Et 10e en catégorie junior parce qu'on est un peu confondu les 2 catégories. C'est un classement général, quoi. Voilà. Ouais. Et ensuite, cette année, j'ai voulu augmenter un peu le niveau de difficulté en partant sur les Coupes du Monde, qui est un niveau très relevé, mais ça donne un peu de peps voilà. à sa saison. Laurent, est-ce que vous connaissez le classement partiel de la Coupe du Monde? Je crois qu'il est pas mal, ouais. Allez-y. Il est 4e. 4e, c'est pas mal du tout. Nathan, je ne sais pas si les caméras de Pierre Jacob et tous les techniciens qui nous entourent ici, restez comme vous étiez. Vous avez des marques sur les jambes là. On chute beaucoup en VTT enduro? Oui, on chute. Bon, après on a des protections, donc ça sert à bien protéger. Bon, après les marques que j'ai sur les jambes, c'est plutôt en trial. Ah, est-ce qu'il faut faire du trial aussi pour faire du VTT enduro? Pour augmenter sa technique et pour être meilleur, oui, c'est plus complet. Ouais, Jean-Charles, il prend beaucoup de risques en course. Oui, c'est vrai qu'il prend beaucoup de risques. En fait, en VTT enduro, les pilotes descendent pratiquement, on va dire, à la même vitesse que les motards enduro. Donc, on va dire, ils sont sur des passages à plus de 70 km/h. Souvent, ça se passe sur des pistes de ski. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant. Et lorsqu'il y a des chutes, ça peut faire très mal. Avec des ornières, des pierres. Tout à fait, des sauts, des passages très très délicats et des passages très très rapides. Et c'est vrai que quand il y a des chutes, donc ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'ils sont équipés de la tête aux pieds. Des Robocop. Ouais. Des Robocop, tout à fait. Tout le monde le sait, hein, quand on fait un petit peu de VTT, quand on chute, ça fait mal. Nathan, on voit ce côté ludique, la descente, mais il faut le dire aux téléspectateurs, le VTT c'est très très dur. Hein. Il faut vraiment avoir un cœur bien préparé, des cuisses et des mollets énormes. Hein. Oui, c'est très physique l'enduro et le VTT en général aussi. Il faut une préparation pour arriver à des résultats, des bons résultats. Et c'est très difficile, mais avec un entraînement et de la conviction, on y arrive. C'est combien d'entraînements par semaine? En période scolaire, j'essaye de faire un entraînement tous les soirs. Bon, ça me prend du temps.
Et là, en ce moment, vu que j'ai fini les cours, je peux faire 2 entraînements par jour, un le matin et un le soir. Uniquement à vélo, excusez-moi, alors uniquement à vélo ou un petit peu de musculation, de course à pied également? Je fais un peu de pour le tout. cardio, parce qu'il faut du cardio. Hein. Je fais de la course à pied, de la musculation, du VTT, d'autres disciplines, plus montée. Plus après, pour la technique, c'est plus le côté enduro qui me permet d'améliorer en technique. Jean-Charles, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Nathan? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter des champions du monde? Nous, on est d'accord. Hein. Il reste 5 épreuves, c'est ça? Hein? Il reste 5 épreuves. Il est 4e actuellement. Il est 4e actuellement après 3 épreuves. Donc là, prochainement, la prochaine étape de la Coupe du Monde, c'est l'Italie, le 10 juillet. Voilà. Avant cela, il y a eu le Chili, il y a eu l'Argentine. Hein. Exactement. Le Chili en première course, ensuite l'Argentine, l'Irlande. Ça fait beaucoup de voyages. Belle balade. Hein. Ça marque aussi, hein, j'imagine, quand on est jeune comme ça, Nathan. Oui, on voit des magnifiques paysages et c'est très, très bien. Moi, j'adore ça. On vous souhaite en tout cas de continuer sur cette voie. Merci Jean-Pierre de nous avoir fait redécouvrir Nathan parce qu'on l'avait déjà découvert dans Sport & Course. Merci à vous. Merci messieurs, puis on vous suivra tout au long de la saison. Je vous donne 2 informations si vous le permettez Xavier avant qu'on reste un petit peu sur les sports nature parce qu'on voulait les inviter aussi avec vous. 2 autres jeunes champions, Albert Thomas, à nouveau champion de France d'échecs et Antonin Romieux, champion de France de squash en U11, les moins de 11 ans. C'est la première fois que le squash insulaire parvient à un tel niveau de performance. Antonin est actuellement en Italie tout le week-end dernier et il a battu notamment le champion d'Ukraine dans un tournoi international U13. Je peux vous dire qu'Antonin Romieux, s'il continue, il va aller très très loin, un peu comme Nathan. Et dans le même ordre d'idée, Laurent, Kylian Tiercelin, champion de France de ski de vitesse, souvenez-vous, on a fait sa connaissance dans Sport & Course, il est champion de France cadet et il espère disputer le championnat du monde la saison prochaine. En tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Allez, on reste dans les sports nature. Des images qui nous font plaisir toute l'année. Décidément, les sports nature ont la côte. Regardez, c'est la grande tendance à cheval avec les concours d'endurance équestre, en basket avec le trail, vous le voyez, de la natation ou encore du ski de randonnée, du ski de fond, de la raquette à neige. Les activités de plein air touchent les sommets de la popularité, je pèse mes mots. L'émergence de compétitions inédites et l'arrivée d'un nouveau public placent désormais les activités nature au cœur du paysage sportif insulaire. C'est bien pour le sport, c'est bien pour l'environnement et Laurent, vous ne me contredirez pas, c'est bien pour la jeunesse. Sûrement pas. Également, c'est toujours un regard. Regardez cette jeunesse qui se régale dans la neige. Ça, c'était du côté de Verges lors des hivernales. Ouais, on s'en souvient. À présent, selon moi, l'histoire de l'année. L'Ironman de Nice le plus difficile au monde. Ouais. C'est le défi que s'était lancé voilà moins de 2 semaines. Christophe, triathlète reconnu, et Kevin, handicapé de 23 ans, avec le soutien de l'association de Pascal Olmède, Un sourire, un espoir pour la vie. Une première européenne et une véritable aventure collective, sportive et humaine, avec au final sans aucun aménagement, un superbe résultat pour le duo. 14h30 pour boucler les 3 km 8 de natation, 180 de vélo avec des pentes très sélectives et un marathon en guise de finale. Et sur les 2800 participants, 800 athlètes derrière notre duo. 800 athlètes. Quelle belle image, vous imaginez tout à fait. Vraiment, ils nous ont fait vivre une aventure extraordinaire. C'est un reportage qui a été très suivi sur nos antennes, qui est encore suivi, que vous pouvez redécouvrir sur notre site. Des moments d'émotion intense, le sport le vrai avec ses valeurs. On passe à la boxe et on n'est pas très loin finalement de Christophe Santini, Jean-Mathieu Albertini, parce qu'il a commencé avec la boxe pied-point. Christophe Santini, vous le connaissez bien. Je connais bien Christophe, c'est un sportif accompli. Là, effectivement, il a pratiqué des arts martiaux, taekwondo et kickboxing. Ouais, et on accueille avec dans votre sillage, le sillage du ring Bastia, Joseph-Antoine Legato. Bonsoir Joseph-Antoine. Vous êtes là parce que vous avez été 8e de finaliste du championnat de France poids moyen, championnat de France amateur. Alors, les gens pourraient nous rétorquer 8e de finaliste, pourquoi il est là ? Je peux vous dire que c'est très 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 difficile de parvenir à ce niveau en boxe, surtout quand on boxe en Corse, où il n'y a pas beaucoup d'adversité. Joseph-Antoine, je crois que vous aviez fait 7 combats pour parvenir à ce stade, c'est ça ? Oui, c'est ça, 7 combats pour arriver en 8e de finale des championnats de France. Ça a été une belle aventure, mais ça a été dur. 7 combats en combien de temps ? Pas, 1 mois et demi, c'est ça ? 3 mois. 3 mois. Ouais. Jean-Mathieu, franchement, là, c'est un vrai niveau d'exigence. C'est un gros niveau d'exigence. Ça a été le parcours du combattant parce que c'est un combat, des fois, toutes les semaines.
Il a enchaîné par exemple au mois de janvier Bordeaux. La semaine d'après, il fallait se déplacer dans le Nord vers Béthune. Ça a été très dur physiquement et mentalement. Là, on voit Joseph-Antoine boxer à Bastia et à Ajaccio. L'avenir pour vous, pour votre duo, parce que vous êtes aussi un duo, ce sont les professionnels. Hein. D'ailleurs, les premiers combats, c'est pas forcément plus dur que un 8e de finale du championnat de France amateur. Non, c'est pas plus dur, vraiment plus dur, parce que le niveau du championnat de France est très très élevé. Quand on arrive en quart de finale ou au 8e de finale, on a déjà des sportifs accomplis de haut niveau. Quand ils passeront en professionnel, donc d'ici quelques mois, à la rentrée, les combats se dérouleront en 4 rounds de 3 minutes et le niveau sera sensiblement le même. Alors pourquoi aller en pro, Joseph-Antoine? On vous a déjà posé la question, c'est vrai, hein, vous avez monté votre petite entreprise de maçonnerie, vous avez tout pour réussir. Pourquoi monter comme ça sur un ring? Parce qu'il faut le dire aussi à nos téléspectateurs, la boxe, c'est dangereux, il y a du risque et c'est très 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 dur. Hein. Essayez, vous qui êtes chez vous là, de taper dans un sac pendant 3 minutes sans recevoir de coups. Hein. Je peux vous dire déjà qu'au niveau cardiaque, c'est déjà très très compliqué. Alors pourquoi monter en pro? Un défi, atteindre notre limite, essayer d'aller plus loin possible. Ouais, et ça, c'est l'adrénaline aussi de la boxe. Racontez-nous. Ouais, l'adrénaline, c'est dur. C'est comme je disais, à Bastia, par exemple, j'étais dans le vestiaire et je chauffe. J'ai pas besoin de m'échauffer, j'étais déjà chaud, j'étais bouillant, quoi. C'est une bonne sensation. Après, on est libéré. Après, quand on descend du ring, on est content. Jean-Mathieu, qui a pris la décision de vouloir passer pro? C'est sur sa propre initiative ou vous l'encouragez ou... Non, c'est une décision commune, après une discussion c'est réfléchi, bien sûr que c'est réfléchi, hein, c'est une décision commune parce que c'est pas évident non plus. Il y aura plus de travail, plus de volume aux entraînements. Voilà, qu'est-ce qu'on met dans la balance justement avant de choisir, de trancher définitivement? Il fallait un autre challenge aussi pour Joseph-Antoine. Je crois qu'il a fait les championnats de France, il a 27 ans. Après, pour trouver aussi des combats en amateur, il pouvait combattre encore en gala, c'est plus rare. Il faut trouver des adversaires. Pas forcément, il n'allait pas en trouver facilement. Donc, s'il passe professionnel, il va trouver des adversaires à son niveau et au-dessus largement. Et puis, ce qui est intéressant aussi en ce moment, messieurs, c'est que la boxe renaît un petit peu de ses cendres. Hein. Il y a des promoteurs, il y a des diffuseurs aussi qui s'y réintéressent. Absolument. Vous arrivez au bon moment, finalement, Joseph-Antoine. Je ne sais pas si j'arrive au bon moment, mais bon, peut-être qu'on a un peu de chance, quoi. Et tant mieux pour nous. Et Jean-Mathieu, 2 Corses comme ça, qui montent sur un ring, un chef d'entreprise, c'est une belle histoire, ça va intéresser les médias. J'espère. Déjà, Viastier s'intéresse à nous, c'est déjà énorme. On est là, c'est déjà énorme pour notre sport, qui est déjà médiatisé. Je crois que c'est un peu le but aussi. Hein. Oui, tout à fait. Également en Corse, Jean-Mathieu, on sent un souffle nouveau sur la discipline en Corse. C'est votre sentiment également? Un souffle nouveau, oui et non. Hein, parce que, on sent que ça bouge un peu plus. On bouge. Il y a souvent des organisations qui sont régulières. Je ne pense pas que depuis des années, il y a eu une seule année où il n'y a pas eu une organisation en Corse. Hein, régulièrement sur Ajaccio, Bastia ou Cargèse. Le boxing club ajaccien, le ring cargésien, le ring Bastia, le ring ajaccien. Voilà. Et le ring ajaccien qui est, heureusement. On parle d'une famille, hein, c'en est une. Hein. C'est une grande famille, la boxe. Hein, je veux dire, il y a une belle entente entre entraîneurs et sportifs. Alors, votre rêve, Joseph-Antoine, c'est de faire peut-être un championnat de France professionnel sur la place Saint-Nicolas? Ça serait un rêve, comme vous dites. Ouais. Ça serait une chose de bien. Ouais. Et puis, vous avez un soutien de poids parce que le président de l'exécutif, il était dans votre club il n'y a pas si longtemps. Il va peut-être vous soutenir. Il va peut-être vous faire une salle du côté de Bastia, un de ces 4 matins. Avoir une vraie salle comme le Paladine où ça arrangerait quand même les boxeurs aussi. Hein. Le président nous soutient déjà, c'est déjà pas mal. Il pratique cette discipline jusqu'à pas longtemps, donc c'est déjà pas mal aussi. Après, pour une salle du Paladine, on espère au plus tôt parce que la vie en a besoin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition et la boxe fait partie de nos sports majeurs et je peux vous dire qu'elle restera dans nos éditions. Merci messieurs. Absolument. Juste un dernier mot du pied-point parce que et des féminines parce que la Bastiaise Maria Casanova, je vous le rappelle, licenciée au KT Pesco, a été sacrée championne de France de pancrace en 2015 et en 2016 elle a livré un premier combat en MMA à l'étranger. Elle est la première insulaire à le faire et les points enregistrés lui permettent d'être classée actuellement numéro 5 française.
Une structure à l'honneur désormais, Xavier. On en a beaucoup parlé parce que dans nos éditions, tout au long de l'année, on parle émotion, on parle performance, mais on parle aussi structure. Et on a voulu mettre à l'honneur le Paladino, qui pour nous a révolutionné le sport à Ajaccio. Le Paladino est inauguré le 14 septembre 2013, salle de spectacle, mais aussi salle de sport. Cette année, il y a eu, on va le voir en images, de nombreuses manifestations avec des sports comme la pétanque. Regardez ça, dans le Paladine, eh oui. Le hand, l'équipe de France de hand, le GFCA hand, y a joué également une partie de sa saison, gagné des matchs importants, a réuni un large public. On a même vu aussi du karaté, bref, un très bel outil pour toutes les disciplines collectives ou individuelles. On n'avait jamais vu ça encore, ça, Xavier, faut être clair. Une salle qui génère des profits pour les clubs au plus haut niveau, et on reçoit son directeur, Cédric Fruhoff. Bonsoir. Cette salle, forcément, est-ce qu'elle dépasse vos attentes, vos rêves? Alors, les dépasser quand même pas, mais c'est vraiment une fierté. C'est une fierté pour nous, pour moi qui la dirige déjà, pour la municipalité qui l'aide évidemment, et pour l'ensemble d'Ajaccio. Je crois qu'on ne peut que être satisfait du Paladine et de son action, que ce soit pour le sport ou pour la culture. Et vous accueillez vraiment des vrais événements, hein. Franchement, la pétanque. La pétanque, oui, au mois de juin. C'était un pari. Il y a M. Santouche qui est venu nous voir. Ensemble, on a monté ça. Et il y avait plus de 10 champions du monde quand même à Ajaccio au mois de janvier pour un tournoi de pétanque. 48, on avait compté, il y avait 48 titres de champions du monde sur le Non, ça a été magnifique et c'était une très bonne ambiance. C'était d'un très bon niveau. Et de pouvoir faire un tournoi de cette qualité au milieu de l'hiver, comme il va y en avoir un au mois de juillet, voilà, c'est une des fiertés. Et on a cet ensemble, en effet, du judo aussi, on a des très belles choses. On attend pour la rentrée ceux qui vont aller à Rio. On n'en sait pas encore le nom des judokas, mais on est en train de monter quelque chose pour le mois d'octobre. Ça va être certainement un grand moment. Vous l'avez dit, l'équipe de France de handball, quand même, qui était 5 fois champion du monde, qui est venu pendant 3 jours s'entraîner au Palatine, dont un entraînement public. Oui, il y a beaucoup de choses qui... Le volley a failli venir également, il n'a pas manqué grand-chose. Alors le volley, oui, le volley, ouais. Vous en avez... Comme l'équipe de France. L'équipe de France. Elle y a pensé. Elle y a pensé, on espère, on va de toute façon organiser des matchs internationaux, là, grâce au GFCA et grâce à M. Exiga. C'est un outil de développement, Cédric Fruhoff. C'est un outil de développement. Déjà, les premiers qui en ont bénéficié, c'est le volley. Mais au niveau maintenant aussi du public, là, évidemment, ça a développé le club. Ça a aidé si aujourd'hui le GFCA a gagné la Coupe de France. Palatine y est un petit peu pour quelque chose. Je pense. Complètement. De fédérer, on parlait avant de fédérer, d'avoir entre à peu près 1000 personnes en moyenne. Est-ce que ça a changé la culture sport? Est-ce que vous voyez au Paladine, j'ai l'impression à Ajaccio, et il y a du public qui vient d'à peu près toute la Corse, des gens qui venaient pas nécessairement au sport, c'est un autre confort, c'est un spectacle. C'est un spectacle et dans de très bonnes conditions. Quand on parlait de volley, faire 1000 personnes pour du volley, c'est plus qu'à Paris, par exemple, qui sont champions de France, vous imaginez. Mais on a le même phénomène sur le hand. Quand le GFCA handball vient au Palatine, on fait le double ou le triple de ce qu'ils font sans comparaison. C'est pourquoi? Parce qu'on sait qu'on arrive à se garer, qu'on a de bonnes conditions, on est bien installé, on bénéficie souvent d'un bon spectacle. On va accueillir, pendant qu'on continue à converser, tous les sportifs qui ont participé à cette émission. Et que vous côtoyez. Il y en a beaucoup qui sont passés, puisque le karaté aussi, on a eu une très très belle compétition. La Milan Cup, C'était au mois de février ou mars, il me semble. Exact. Juste une petite question avant de basculer complètement dans la fête. C'est une salle qui génère des profits pour les clubs au plus haut niveau, intéressante pour les grands événements, qui a généré des possibilités pour tous, mais est-ce qu'elle est rentable? Un palais des sports, un palais des spectacles. La rentabilité, c'est pas le maître mot. Je connais pas de salles qui sont rentables. Par contre, on arrive à équilibrer le budget. C'est ça, notre priorité, c'est de réussir à équilibrer le budget avec les moyens qui nous sont octroyés.
La famille du sport est réunie, mon cher On est tous Laurent. là. Moi, je vais me balader. On se sent bien. Je vous laisse les Je suis clés. obligé de passer derrière, je suis toujours derrière. Je vous laisse les clés. Cédric Furp, vous auriez pu jouer au volley. Hein, vu la Oui, je taille. faisais du handball. Hein, Antoine Exiga, il aurait pu jouer au volley. Hein, notre directeur du. Prenez le micro, Antoine. Il aurait pu jouer au volley. Hein, il a la taille. Oui, il a la taille pour. 2 mètres, pas les épaules. Pour le handball, c'était bien. Quelle est votre discipline préférée, Cédric Furp? Je suis ancien handballeur, donc j'ai un faible pour le handball. Mais bon, le volley, je suis devenu grand supporter du volley, à regarder tous les matchs, voir à la télé, de suivre même ceux à l'extérieur, bien sûr. Un fan. Allez, Astrid Nieto, prochain rendez-vous pour vous, on l'a dit. Mais elle vous fait rêver, Priscilla? Vous voudriez faire comme elle? Oui, ou mieux. Il y a de l'ambition là, Xavier. Il en faut pour les sportifs. C'est très bien. Jean-René Morakine est à côté de vous. On a pour parler football. Ah oui. Allez, oui, on va se tourner vers les jeunes. Laurine, regardez, elle se cachait. Laurine, donc elle va aller, on espère, du côté d'Antibes. Et puis tout le monde, époustoufler tout le monde avec sa nage. Hein. Ouais. J'ai hâte de voir la réponse et voilà. Et on espère vraiment que Laurine aille très loin. Laetitia, est-ce qu'Alexandra va remporter le championnat du monde universitaire? Je pense. Franchement, je pense. Et pourquoi tu le penses? C'est la meilleure. Encore des titres, plein de titres, Xavier, plein de titres. Ça se passe de commentaires. Plein de titres encore pour la prochaine saison. Et puis Bernard Dudidier, il est engagé aussi dans la course à la présidence de la Fédération française de tennis. Faudra pas l'oublier, c'est en février prochain. Voilà, cette émission touche à son terme. On vous remercie de l'avoir suivi. On a passé, vous l'avez vu, un bon moment tous ensemble, des champions à l'appel. On espère que l'année prochaine, ça sera du même tonneau, du même acabit. En tous les cas, passez un bon été, profitez-en, faites du sport, car vous le savez, je vous ai à l'œil. Bonsoir à tous et merci à vous tous. Bonsoir.